Kalispera σας. Bonsoir à tous. Carlos Asmin. Bienvenue sur IDFM 98.0. Bienvenue dans IDLN, l'émission des amoureux de la Grèce. Alors IDLN, c'est des idées, c'est des Hélènes et c'est chaque premier et chaque deuxième jeudi du mois. Καλώς ήρθατε στις IDLN, την εκπομπή για τους φίλους της Ελλάδας, στο Παρίσι στους 98 FM και σε όλο τον κόσμο στο ίντερνετ βέβαια. Vous pouvez nous retrouver évidemment partout sur la planète sur www.idfm98.fr/player. Je m'appelle Hermione et nous sommes ensemble pour 1 heure et j'en suis ravie. Hermione est au microphone. Alors le premier jeudi du mois, pour ceux qui ont eu la chance d'écouter l'émission la semaine dernière, nous avons parlé de l'agenda culturel grec en Île-de-France qui enfin se remplit un peu après tout ce passage à vide où il se passait plus grand-chose en culture, à part justement un petit peu d'écriture quand même, ça, on confiné chez soi, c'est le moment ou jamais pour s'instruire un peu et pour lire. Et justement, j'ai l'honneur d'être dans le studio ce soir avec le docteur Franck Séninger. Bonsoir. Bonsoir Hermione. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation de venir parler de votre ouvrage. Alors, on devait se voir au départ en mars et puis bon, bah, on sait ce qui est arrivé. Tout a été un peu chamboulé et on a réussi à reporter cette émission qu'on devait faire ensemble aujourd'hui. Donc les auditeurs très fidèles ont pu quand même déjà avoir une petite vision de votre ouvrage Mythologos, puisque vous aviez la gentillesse de m'envoyer quelques lignes, quelques minutes d'enregistrement sur cet ouvrage. Mais là, on a toute 1 heure pour en parler et j'en suis ravie. Alors, Monsieur Séninger, docteur Franck, je ne sais pas comment vous voulez qu'on vous appelle. Monsieur Séninger, Franck, voilà. Vous êtes un écrivain et un médecin, auteur de romans d'aventure, de nouvelles et d'ouvrages de vulgarisation médicale et de psychologie. Et donc, très récemment, ou un peu moins, ça fait deux ouvrages, je crois, aussi de mythologie. Alors, est-ce que vous pouvez, du coup, nous présenter l'ouvrage dans ses grandes lignes, déjà, pour savoir de quoi on va parler ce soir? Oh oui, Mythologos, c'est un roman, tout d'abord. Et c'est un roman qui est un peu particulier parce que mon idée première était d'expliquer un petit peu la mythologie, quel était le sens des mythes, mais d'une façon qui ne soit pas prétentieuse, didactique. Et donc j'ai eu l'idée de mettre les mythes dans un roman et de fournir l'explication par quelqu'un que pratiquement tous les écoliers connaissent à cause de son fameux théorème, qui est Pythagore, qui explique à son disciple quelle est la portée des mythes, à quoi ça sert sur le plan de quel sens on peut leur donner, à quoi ça sert sur le plan du développement personnel, comme on dit aujourd'hui. Et donc ça permet à la fois de lire un roman où le lecteur est pris par l'intrigue, et puis en même temps comprendre un petit peu quelle est la signification de tous ces mythes grecs extrêmement anciens, enfouis dans la sagesse des âges. Alors, vous dites vous-même dans la préface que ça constitue une œuvre de fiction avant tout, même si quand même les mythes que vous racontez, en tout cas certains passages, sont bien ceux qu'on connaît d'Homère et autres. Et donc, vous voulez donner vraiment une vision personnelle à ces mythes à travers ce roman. Ce n'est pas un travail d'historien, mais vous allez quand même assez loin dans certains détails. Vous êtes vous-même expert alors. Oui, alors j'ai lu pas mal de livres quand même, parce qu'un ouvrage comme ça qui fait 400 pages. Donc j'ai lu un livre sur Pythagore, j'ai lu un livre sur Milon de Crotone, qui est le plus grand athlète de tous les temps, on en reparlera peut-être tout à l'heure. J'ai lu également un livre sur comment est-ce les Grecs vivaient dans l'Antiquité, quelle était la place des femmes, parce que j'aime bien les femmes, donc elles ont toujours un rôle important dans mes livres. Vous nous dévoilez plein de sujets qu'on va aborder dans la suite de l'émission, je pense. Donc sur comment est-ce qu'on vivait à l'époque dans la Grèce antique. Et tout ça, il faut arriver à en faire une synthèse et à l'oublier après pour que le roman soit vivant. Donc effectivement, il y a beaucoup de recherches. Et puis en même temps, il y a un travail effectivement d'écriture parce qu'il faut que le livre reste agréable à lire et que on ait du plaisir à tourner les pages. Alors justement, à qui s'adresse ce livre ? Alors, il s'adresse à plein de personnes. Il s'adresse aux personnes qui aiment la mythologie. Il s'adresse aux personnes qui aiment bien la psychologie, parce que pour moi, la mythologie est un traité de psychologie avant l'heure. Il s'adresse aux personnes qui aiment bien les romans. Il s'adresse aux personnes qui aiment bien la belle écriture. J'essaye quand même de faire des jolies phrases lorsque j'écris. Et puis, il s'adresse quand même à pas mal de personnes. C'est un livre qui est un petit peu
un petit peu spécifique dans son éclectisme, mais on peut le lire à plusieurs niveaux. On peut le lire comme ça au niveau du roman, puis si on a envie d'aller plus loin, on le relit et puis on analyse oui. plus loin. Parce que vous décompartimentez en plein de passages en fait qui ont un titre assez, qui résonne en tout cas à chaque fois. Ça permet aussi effectivement de faire un petit focus. Moi en tout cas, ça va faire partie de ma bible à ma disposition pour mes chroniques mythologie. Donc j'en suis ravie et je vous remercie de me l'avoir gentiment proposé. Donc je m'en suis servi d'ailleurs aussi un petit peu pour ma chronique de la semaine dernière. Alors, depuis quand vous aviez envie d'écrire ce livre de cette façon si particulière ? Alors, j'ai fait un livre en 2010 qui s'appelait « Réussir, c'est permis ». C'était un livre de développement personnel. C'était un livre un petit peu sur la réussite, mais en prenant de la distance sur quel est le sens de la réussite. Parce qu'il y a des réussites qui se transforment en échecs, et puis il y a des échecs qui se transforment en réussite. Donc, la réussite en tant que telle ne veut rien dire. Et je l'ai agrémenté de pas mal de petites histoires que j'ai pu voir dans mon cabinet avec des patients, et aussi avec des mythes, parce que les mythes ont un rôle fondateur dans la pensée, et il y a énormément de sagesse dans cette mythologie. Et je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée finalement de remettre les mythes au goût du jour. Dans nos sociétés, on est un peu en perte de valeur, et d'essayer de comprendre quel est le sens. Et j'ai cherché pendant environ 5-6 ans le fil conducteur d'un roman, parce que je me disais, mais vraiment, de nos jours, trouver un roman ou une histoire romanesque, qu'on puisse mettre la mythologie, 26 siècles plus tard, c'était pas gagné. Et puis, un jour, je discutais avec quelqu'un, et puis il me parlait de Pythagore, et puis on parlait un petit peu de comptabilité, de Pythagore, puis je me suis dit, tiens, Pythagore, mais oui, bon Dieu, mais c'est bien sûr. C'est un sage, il a fondé l'école pythagoricienne, c'était quelqu'un qui était de l'école de Thalès, du grand sage Thalès de l'Antiquité, donc vraiment une sommité, et ça pourrait être pas mal que ce Pythagore fasse l'enseignement. Et puis j'ai cherché un petit peu, et puis j'ai trouvé ce fameux Milon de Crotone, qui était son disciple, et même un peu plus que son disciple plus tard. Et puisqu'il est devenu... Donc cette relation entre Milon et Pythagore a existé aussi. Elle a existé, puisque Milon était son gendre, donc il est devenu son gendre. Et Milon est devenu donc champion, non seulement champion olympique pendant 6 Olympiades d'affilée, c'est-à-dire 24 ans d'affilée, mais il a fait ce qu'on appelle le Grand Chelem, parce que chaque année, il y avait des jeux, il y avait les jeux de Némée, il y avait les jeux à Corinthe, il y avait les jeux à Delphes, chaque année, et les Jeux olympiques tous les 4 ans. Et il a gagné tous les jeux pendant 24 ans d'affilée. Et ça c'est exceptionnel. Alors, au-delà de la performance physique, il faut avoir un moral particulier pour gagner comme ça. Et c'est tout l'objet de ce livre sur la mythologie, c'est que Pythagore veut expliquer un petit peu comment combattre ces démons intérieurs, de ne pas être accessible au doute, de croire en soi, la confiance en soi, vous savez, on en parle beaucoup. Et moi, je suis confronté très, très fréquemment avec des patients avec des problèmes de confiance en soi. Et donc, Pythagore, à travers les mythes, explique à Milon quel comportement, quelle façon de penser il faut avoir pour réussir et gagner des combats les uns derrière les autres. Et est-ce que vous considérez du coup que ce fil directeur de Pythagore est arrivé avant? Enfin, comment dire, est-ce que vous avez travaillé à partir de Pythagore pour aller brancher les mythes que vous racontez, ou l'inverse, vous aviez les mythes que vous les racontez, vous avez plutôt travaillé sur comment les relier entre eux avec j'avais Pythagore? déjà les mythes. J'avais les mythes, parce que ça fait très longtemps. Moi, depuis tout petit, je ne sais plus en quelle classe, je crois que c'est en 6e qu'on apprend la mythologie grecque. Ça m'a toujours fasciné. C'est fascinant, bien sûr. Et alors, j'avais eu la chance, en 6e aussi, à l'époque, il y avait l'exposition Toutankhamon. Donc, j'ai la première exposition Toutankhamon qui était, je crois, au Grand Palais. Et donc, je l'avais vu, et vraiment, c'était quelque chose qui m'avait fasciné. Avec des petites statues d'albâtre, le masque de Toutankhamon, enfin, toute cette mythologie égyptienne était fascinante. Et après, la mythologie grecque m'a aussi très intéressé, un peu moins fasciné, mais elle est beaucoup plus accessible, parce que quand on va en Grèce, on voit les temples. À Sounion, il y a un temple magnifique qui est vous connaissez sûrement, qui est sur un promontoire, le temple de Poséidon, où d'ailleurs Lord Byron a fait des graffitis dessus. Mais quand on est à Sounion et qu'on regarde le crépuscule, la mer se coucher, il y a quelque chose qui se passe.
C'est sûr. Et donc, en allant en Grèce, c'est souvent quelque chose qui se passait et j'ai beaucoup étudié les mythes et après, j'ai raccroché ça à Pythagore. Ouais, c'est intéressant aussi. On a reçu plusieurs fois, donc évidemment, beaucoup de Grecs dans ces studios. Et on a remis une fois avec Eric, notre chroniqueur habituel, on a remis en question l'existence d'Homère. Ça a été une offense pour les Grecs. Pour les Grecs, Homère a toujours existé. Il n'est même pas question de remettre en question cette existence. Et c'est voilà, vraiment la mythologie, toute cette antiquité, elle est vraiment ancrée chez eux. On va dérouler un peu tout ça dans les parties qui vont arriver de cette émission. Je vous propose de faire une petite pause musicale. Et puis, on se retrouve juste après. Bienvenue dans l'émission IDLN si vous nous rejoignez et bienvenue sur IDFM. Alors on avait envie de laisser courir un peu cette chanson qui nous calme, qui nous apaise et ça tombe bien. Franck Séninger, on disait hors antenne que vous étiez médecin nutritionniste et médecin du sommeil. Alors, est-ce que les mythes, comment vous arrivez à utiliser les mythes qui semblent quand même vous passionner dans le cadre de cet exercice professionnel de la médecine du sommeil ? Alors effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à dormir, qui souffrent d'insomnie. Il y a un tiers des personnes qui ont du mal à dormir. On passe un tiers de sa vie à dormir et il y a un tiers de personnes qui souffrent d'insomnie. Et donc ce que je fais souvent en dehors de tout problème médical, organique, c'est-à-dire que vraiment des maladies, c'est souvent les personnes qui ont des soucis, qui sont inquiètes. C'est essentiellement ça, j'imagine. Pardon ? C'est essentiellement psychologique. Oui, c'est psychologique. Et donc je fais de l'hypnose pour ces personnes-là. Alors l'hypnose, c'est pas les personnes qui s'endorment et puis qui se transforment en chou-fleur quand on leur dit. Hein. C'est sur les scènes de spectacle. L'hypnose médicale, c'est un état de vigilance modifié où on est plus accessible aux messages qu'un médecin peut donner. Et dans les messages que je donne, j'utilise la mythologie, à condition que la personne aime bien les mythes, aime bien la mythologie, parce que si elle est réfractaire, ça ne sert complètement à rien. Mais donc, je l'utilise la mythologie quand les personnes aiment bien un petit peu avoir, comme on dit en hypnose, se barrer dans un autre monde, parce que les mythes sont vecteurs de sens, par exemple, tout le monde connaît Héraclès ou Hercule pour les Romains, avec sa force prodigieuse. Et donc, on peut faire des choses avec les mythes pour que la personne comprenne confiance en elle à travers un personnage qu'ils connaissent, qu'ils aiment bien, et que la personne s'identifie plus ou moins à cette personne-là et résolve ses problèmes. Elle trouve ses ressources, comme on dit, pour arriver à se sentir mieux, plus confiante ou à régler un problème. Donc vous prenez un peu le rôle de Pythagore finalement pour vos patients. Exactement, je remonte 26 siècles en arrière. Et alors quel est le lien entre la médecine et les mythes là, mais un peu plus global. Donc là effectivement dans l'hypnose, dans le sommeil, on peut imaginer, moi je serais vraiment très curieuse de voir concrètement comment se passe une séance d'hypnose et comment on introduit les mythes, mais bon, j'imagine qu'on pourrait parler des heures et des heures de ça. Mais déjà il y avait Freud, vous savez, le complexe d'Oedipe bien sûr. de Freud, donc certains psychiatres ou psychanalystes ont utilisé la mythologie pour... Par exemple, même en nutrition, si vous voulez, il y a une attitude que j'appelais le syndrome de Pénélope. Vous savez, Pénélope, c'était la femme d'Ulysse qui tissait une toile pendant la journée, qui la défaisait pendant la nuit pour éviter de se marier. Parce qu'on lui dit que quand la tapisserie sera finie, il faudra se marier. Beaucoup de gens doivent faire ça très inconsciemment et ça doit leur poser... Et alors, ce que j'appelle le syndrome de Pénélope, c'est les personnes qui font très attention pendant la semaine à ce qu'elles mangent et le week-end, elles se laissent complètement aller et détruisent tout ce qu'elles ont fait pendant la semaine. Donc, vous voyez, on trouve des choses comme ça dans la mythologie, au-delà de la tapisserie, parce que Pénélope n'a vraisemblablement jamais existé. Mais c'est les personnes, derrière ce syndrome de Pénélope, c'est des personnes comme ça qui défont ce qu'elles ont fabriqué. Alors, ça peut être une conduite d'échec consciente ou inconsciente ou volontaire, mais en tout cas, c'est très intéressant de rattacher ça à des personnages fictifs, comme dans la mythologie. Alors voilà, Pénélope le faisait tout à fait consciemment, mais donc vous arrivez justement à en faire prendre conscience des gens qui le font inconsciemment, aux gens qui le font aussi inconsciemment. Et quelle est la part de vos patients qui sont réceptifs aux mythes ? C'est pas quand même un sujet qui est si facile à aborder pour tout le monde ? Non, il y a assez peu de personnes qui sont parce que très souvent, les mythes,
on les enseigne, j'allais dire, brut de décoffrage. C'est-à-dire qu'on donne les faits. Par exemple, prenons le Minotaure, vous savez, qui est un homme avec une tête de taureau qui a été tué par Thésée. Une fois qu'on dit ça, bon, ça paraît, on se dit, les personnes, ils ont fumé la moquette, quoi, parce que ça n'existe pas. Alors que derrière, quand on étudie un petit peu le mythe, il y a énormément de sens qu'on peut rapporter à sa vie de tous les jours. Bon, ce que j'explique un petit peu dans mon livre, là, mais en gros, l'histoire du Minotaure, c'est qu'il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Donc, vous voyez, il y a quand même des choses qu'on peut raccrocher à des attitudes tous les jours, quoi. Quelqu'un qui se prend un petit peu trop au sérieux, et il y a des mythes pour ça. Comme il y a des mythes pour les personnes qui ne se prennent pas assez au sérieux. Et pour tout le monde, il y a des mythes, mais pour répondre à votre question, pour les personnes qui sont réceptives à ce message mythologique, il n'y en a pas énormément. Moi, je dirais que c'est de l'ordre de 20% des personnes. Mais, oui. Mais il y a d'autres méthodes. Hein. Mais je trouve que la mythologie est très élégante pour traiter. Oui. Et puis, c'est vrai que, voilà, d'après vous, tous ces mythes ont été vraiment réfléchis. C'est pas des histoires qu'on a racontées comme ça à l'époque. Je veux dire, c'est un travail évidemment colossal de synthèse, d'écriture, mais on a une histoire à raconter derrière chaque mythe quand même. C'est très intéressant comme question. Je pense que la pensée, l'homme réfléchit pas du tout pareil il y a 25 siècles et aujourd'hui. Et je pense que ils n'avaient pas la notion de ce qu'était un complexe, ils n'avaient pas la notion de déplacement, toutes ces notions un petit peu psychologiques, ils ne les connaissaient pas, ils ne mettaient pas de nom dessus, mais ils en avaient l'intuition. Et ils ont raconté des histoires pour expliquer un petit peu les désordres qu'il pouvait y avoir dans la psychologie. Ils les ont mis dans les dieux, ou dans les demi-dieux, ou dans des héros, parce que c'est leur façon de raconter, un petit peu comme au Moyen-Âge, on faisait des sculptures sur les bas-reliefs des églises ou des peintures pour expliquer un petit peu une espèce dans la religion, une voie pour se sentir plus heureux ou se sentir plus humble, suivant ce qu'on voulait dire. Et la mythologie était une façon un petit peu... Elle a veillé au coin du feu. Je pense que les parents racontaient ça à leurs enfants, les grands-parents à leurs petits-enfants, parce qu'ils ne vivaient pas très très vieux quand même à l'époque. Et donc la pensée s'exprimait de cette façon-là. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus accessible. Il y a des images de télévision, il y a des personnes qui vont expliquer comment il faut penser même. Et à la fois, c'est beaucoup plus superficiel aussi, c'est ça tout le paradoxe. En tout cas, il n'y a plus cette phase de réflexion qu'il pouvait y avoir à travers une histoire. Qu'est-ce qu'elle veut dire derrière ? Donc, si je comprends bien, on peut dire que c'était réfléchi, mais pas conscient, en fait, dans ces mythes qui ont été racontés à l'époque. Ouais. Et voilà, de toute façon, il y avait tellement de versions différentes aussi de la plupart des mythes. Oui, parce que vous savez, il y a un grand psychiatre qui était un disciple de Freud, au moins au départ, qui s'appelle Jung, qui a mis en exergue l'inconscient collectif. Et on retrouve de l'extrême Orient à l'extrême Occident les mêmes mythes, les mêmes divinités, plus ou moins, avec des choses, par exemple la résurrection, c'est quelque chose qu'on se trouve dans énormément de religions différentes, y compris dans les mythologies, avec Dionysos sorti de la cuisse de Jupiter, vous savez, ce qui est une résurrection, ou Osiris chez les Égyptiens. Donc c'est des choses qui sont très 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 ancrées et dans l'inconscient collectif, qui correspondent à des choses très profondes et que les Grecs, les Égyptiens ont mis sous forme d'histoire. Bon, ça donne beaucoup de matière à réflexion, tout ça. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'importance des femmes dans tout ce que vous étudiez. Je vous propose qu'on en parle juste après cette deuxième ou cette troisième pause musicale. Vous écoutez l'émission IDLN, l'émission des amoureux de la Grèce qui a lieu chaque premier et chaque deuxième jeudi du mois. Je suis du coup depuis 19h en compagnie du docteur Franck Séninger qui vient entre autres nous présenter son ouvrage qui est sorti en janvier qui s'appelle Mythologos, qu'on aurait dû recevoir il y a quelques mois et puis tout a été reporté pour les conditions, les circonstances que tout le monde connaît. Alors je vous le dis tout de suite, on est en train de prendre beaucoup de distance avec le sujet et ce n'est pas
pas pour me déplaire et je pense que les auditeurs apprécient ça aussi énormément. Hors antenne, Franck, vous me disiez que vous aviez plutôt des origines italiennes que grecques. Oui, par ma mère, oui. Mais après tout, l'Italie, bien que ce soit l'Italie du Nord, l'Italie du Sud faisait partie de la Grande Grèce. Ben oui. Et encore au-delà de tous les côtés. Mais ça vous sert dans votre écriture, ces origines italiennes? Ah oui, j'aime bien. Je mets des petits clins d'œil par rapport à l'Italie. J'écris un roman qui s'appelle Intelligence génétique il y a quelques années. Et j'avais mis dans mon héroïne, je lui ai donné le prénom de ma cousine qui était Isolina, qui est très joli, c'est-à-dire petite île en italien. Et j'en ai fait mon personnage principal féminin. Donc, il y a des petits clins d'œil comme ça avec l'Italie. Et dans Mythologos, vous en avez aussi? Alors, oui, là, pour le coup, tout se passe à Crotone, qui est au sud de la Calabre, donc en Italie. Et donc, je décris cette ville de Crotone à l'époque. J'imagine comment elle était à l'époque. Oui. Alors, vous avez fait une petite dédicace, vous disiez, à votre cousine, c'est ça, dans un ouvrage précédent. Donc, vous disiez que les femmes étaient quelque chose que vous aimiez bien analyser, en tout cas, qui vous intéressait. Comment ça se reflète dans votre livre? Alors, donc, l'ouvrage précédent, puisqu'on en parlait un petit peu hors antenne, je m'appelle Aspasie. Parce que la place de la femme en Grèce antique était vraiment très transparente. Elles n'avaient pas le droit de vote, elles étaient soumises à l'autorité du père, puis après du mari, sinon du frère. Est-ce que vous savez, Franck, qu'en grec, le nom de famille des femmes, en fait, est au génitif? C'est-à-dire que le nom de famille, on est de quelqu'un. Vous voyez, les femmes portent... C'est resté. C'est resté, c'est toujours le cas. On est donc moi, ma mère par exemple, un nom, c'est pas le nom de sa propre mère, mais pas le même exactement que celui de son père. On est femme d'eux ou fille d'eux peut-être d'ailleurs, mais voilà, je trouve ça m'a toujours intrigué. Oui, mais je pense que c'est ce qu'on appelle le génie de la langue. Il y a des choses qui dans les mots, dans la grammaire, il y a un reflet quand même de la pensée. Bien sûr. Et donc cette Aspasie qui est devenue la femme de Périclès, qui est le grand stratège du 5e siècle avant Jésus-Christ, elle donnait des cours de rhétorique aux femmes. Alors, c'était surtout pour leur apprendre à être de bonnes épouses, mais derrière cette façade qui était tout à fait honorable, je pense qu'elle devait dispenser aussi des idées comme quoi la femme devait s'appartenir à elle-même, de ne pas être de son mari ou de son père. Donc j'en fais un peu pas une féministe parce que c'est pas une femme qui revendique ses droits, son identité, mais plutôt c'est une femme très intelligente parce qu'il paraît même qu'elle faisait certains discours de Périclès, qui était un excellent orateur, et qu'elle avait... À tel point, Périclès l'aimait tellement qu'il l'embrassait en public, ce qui était à l'époque complètement inimaginable. Ah oui. Et même maintenant, enfin moi je racontais que... Encore plus maintenant depuis 3 mois. Là c'est pour d'autres raisons. C'est pour d'autres raisons, oui. Mais c'est vrai que c'est même encore maintenant de s'embrasser en public, c'est pas forcément bien vu, même pas seulement en Grèce. Et il l'embrassait en public tellement il l'aimait, et pour aussi montrer qu'elle était digne de considération au vu de tous. Donc cette femme, elle a une vie assez extraordinaire, c'est ce que je décris, avec évidemment des personnages secondaires. Et comme toujours dans mes romans, tout est vrai, quoi. Tout ce qui est historique est vrai, c'est le fruit de recherche, mais je l'habille pour que ce soit lisible et que ce soit agréable à lire. Et alors, à votre avis, quelle a été l'importance de l'Antiquité ou des mythes dans l'évolution de la condition de la femme, justement, jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que vous avez réfléchi jusque-là? Je pense que les mythes sont fondateurs parce que quand vous voyez quand même, ce qui est assez étonnant, c'est que la femme était méprisée, mais malgré tout, la déesse de la sagesse, c'était Athéna ou Minerve chez les Romains. Héra, qui était la femme de Zeus. Les femmes sont bien représentées à l'Olympe quand même, oui. Donc elles sont même parfois, il y a Aphrodite, vous me direz c'est la déesse de l'amour, donc c'est normal que ce soit une femme. Et pourquoi? Mais il y a Eros aussi chez les hommes. Oui. Mais il y a beaucoup de déesses,
pratiquement tant de déesses que de dieux, qui est Déméter, la déesse des moissons, qui est Cérès chez les Romains, qui ont un rôle primordial. Et donc, je pense que dans le génie de la langue, de la pensée, la femme est très, très importante. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'elle est tellement importante que l'homme a peut-être peur de cette importance-là, qu'il a tendance à la rabrouer, à la minimiser, à empêcher un développement qu'elle pourrait avoir naturellement. Parce que même quand on voit dans la mythologie, Gaïa, c'est la déesse terre, donc c'est une déesse, donc c'est elle qui est à l'origine de tout, pratiquement tous les dieux, en tout cas tous les dieux un petit peu occultes, comme par exemple le chaos, comme la nuit, comme le sommeil, donc comme la mort. Et donc tout ce côté sombre qui fait un peu peur et facilement assimilé à la femme, comme par exemple la lune, hein, pour Artémis ou Diane. Tout ce côté un peu sombre et la femme, et ce qui est sombre, ce qui est inconnu, parce que la femme, symboliquement, c'est un peu l'inconnu, hein, avec la matrice génitale. Si on veut faire de la psychanalyse, c'est l'inconnu. Et donc ça fait peur quand même. Et donc ce qui fait peur, eh ben, on le fuit. Et est-ce que dans vos patients qui ont des problèmes de sommeil, les femmes sont plus représentées ou pas forcément? Ah oui. Oui, c'est vrai. Les femmes, les 2 tiers des problèmes de sommeil, sont chez les femmes. Oui. C'est dû à quoi, à votre avis? Ben, je pense que les femmes se posent plus de questions. Elles les verbalisent peut-être moins. Oui. Mais donc ça passe surtout par le langage du corps, pas forcément par le langage de la bouche, mais par le langage du corps. Et donc il y a pas mal d'anxiété, de ce qu'on appelait dans le temps des névroses chez les femmes, mais qui sont des entités qui sont néanmoins réelles, mais qui passent pas par le langage. Donc ça passe par le sommeil, empêchant de dormir. Et c'est vrai que rien que déjà d'arriver à verbaliser avec un médecin qui est rompu à ces techniques-là, ça fait déjà du bien, parce que c'est des personnes qui ont du mal à verbaliser ce qui ne va pas au fond d'elles. Et alors, pour peut-être terminer sur ce sujet avant la dernière partie de l'émission, est-ce que vous pensez que tout ce qu'on entend en ce moment sur la charge mentale, par exemple, ça peut avoir... ça peut être une des raisons de la surreprésentation des femmes dans les problématiques de sommeil? La charge mentale, j'ai pas oui, compris. c'est-à-dire la charge mentale, le fait que quand même dans une famille, dans un foyer, c'est la femme qui doit organiser un peu tout et qui aussi, en fait, il n'y a plus de frontières entre ce qu'elle fait à un moment donné, par exemple travailler, et penser au rendez-vous des médecins des enfants, etc. Voilà, c'est tout ce... Oui, mais c'est vrai que la femme est un peu comme Shiva, elle doit avoir 6 bras... et être partout à la fois. Et c'est vrai qu'il y a une pression qui est énorme, hein, et une pression qui est d'autant plus importante que les mérites ne sont pas toujours reconnus. Donc, ou plutôt, ils sont, comment dire, quand on ils pense sont pas que c'est niés, normal. Oui, ou même parfois ils sont carrément niés, quoi. C'est normal. Pourquoi protester que la femme travaille, élève les enfants, fasse les courses, les aspirateurs à se faire les devoirs. Enfin, oui, mais alors de quoi tu te plains? C'est normal. Oui, bon, après, voilà, il y a un autre sujet, on va pas rentrer dans le débat, mais aussi les femmes le font parce qu'elles veulent que ce soit fait à leur façon et que du coup, si on essaie de les aider, elles sont pas contentes non plus. Bon, je vais pas rentrer dans ces détails-là, mais... C'est encore un autre sujet et là on s'éloigne un petit peu des mythes et de l'Antiquité. On va faire une dernière petite pause musicale. Je vais vous faire écouter une petite session live et puis on va se retrouver juste après. On a évoqué hors antenne aussi la place de la démocratie. Alors j'espère qu'on aura assez des 10-15 minutes qui nous restera pour en parler avant de nous quitter, de clôturer cette émission. À tout de suite. Vous écoutez IDLN, l'émission des amoureux de la Grèce. On est dans la dernière partie de notre émission consacrée à un thème ou à une personne ou à un ouvrage. Aujourd'hui, c'est Mythologos et surtout Franck Séninger, docteur Franck Séninger qui vient nous le présenter. Mais alors, on parle de plein d'autres choses. Hors antenne, on parlait par exemple de comment était la démocratie à l'époque de l'Antiquité et peut-être l'influence des mythes par rapport à tout ça. Et vous avez plein de choses à dire sur le sujet. Oui, alors la démocratie est née à Athènes, hein, au 5e siècle, pendant le siècle de Périclès.
Et c'est assez amusant parce que donc c'est le pouvoir par le peuple, mais c'est pas tout le peuple. C'était une espèce d'aristocratie. C'est les citoyens d'Athènes qui pouvaient voter. Et dans ces votes-là, ils étaient. Alors c'était pas tout le monde, hein, c'était les grandes familles qui votaient. Et puis vous aviez à côté de ça les femmes qui pouvaient pas voter. Et alors, il y a deux choses assez amusantes par rapport à aujourd'hui, c'est que les personnes qui venaient habiter dans Athènes, qu'on appelait les métèques, payaient une taxe supplémentaire. C'est-à-dire qu'ils avaient un impôt supplémentaire. Non seulement ils avaient les impôts de tout le monde, mais un impôt supplémentaire pour pouvoir profiter de la cité athénienne avec tout ce qu'elle offrait. Donc ça, c'est amusant. Et puis une autre chose qui est très très amusante, c'est qu'il y avait des réunions sur l'Agora ou sur une petite montagne un petit peu plus loin, où un des dirigeants d'Athènes pouvait être ostracisé. C'est-à-dire qu'on mettait son nom sur une coquille d'huître, qui s'appelle, je crois en grec, ostréotikon, d'où le terme ostréoculture. Et donc on mettait le nom de la personne qu'on voulait bannir d'Athènes. Et quand il y avait un certain nombre de suffrages, la personne était bannie pendant une dizaine d'années. Alors, elle gardait quand même ses biens à Athènes. Elle n'était pas dépossédée de tout, mais elle devait partir pendant une dizaine d'années ailleurs. Et puis après, elle revenait, une fois qu'elle avait un peu expié ses péchés imaginaires ou réels. Et d'ailleurs, une histoire assez amusante, parce qu'il y avait un des dirigeants d'Athènes qui s'appelait Alcibiade. Et donc, il était à côté de quelqu'un qui mettait son nom sur une coquille d'huître. Il dit, et pourquoi tu mets le nom d'Alcibiade sur cette coquille? Il dit, parce qu'on parle trop de lui. Et donc, il avait été banni pendant une dizaine d'années. Et il raconte ça dans ses mémoires qu'on a retrouvées. Donc, la démocratie, certes, certaines personnes pouvaient voter. Il y avait énormément d'élections à différents postes, les stratèges, les conseillers, les sénateurs. Enfin, ce qui correspond à ça aujourd'hui, ça avait d'autres noms à l'époque. Et donc, il y avait beaucoup de votes, mais tout le monde ne votait pas. Donc, c'était une démocratie, certes, parce que c'est la première fois, par rapport aux tyrans, c'est un peu différent, mais ce n'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Et alors, est-ce que Pythagore en parle un petit peu de tout ça? Pythagore, c'est un siècle avant Périclès, c'est le 6e siècle avant Jésus-Christ. En plus, c'était la Grande Grèce, donc c'était un peu des colonies grecques. Et la façon... Pythagore, c'était un peu particulier parce qu'il avait fondé une école et il était, semble-t-il, assez mal vu des citoyens de Crotone parce qu'il vivait complètement en autarcie avec son école. Et c'est ce que je raconte dans ce livre Mythologos. Je ne veux pas divulguer la fin parce que ce serait spolié, ce serait dommage. Mais ça a posé quand même de gros problèmes, cette école pythagoricienne où on ne pouvait pas rentrer comme dans un moulin parce qu'il fallait être initié. Et puis en même temps, ils vivaient entre eux sans se mêler à la population, ce qui était très très mal perçu. Bon, ben, ça donnera envie à nos auditeurs, j'espère, d'aller jusqu'au bout de cette lecture. Alors, à propos, est-ce que vous avez, je crois que toutes vos dédicaces et autres ont malheureusement dû être annulées à cause toujours des circonstances qu'on connaît. Vous avez d'autres projets de présentation de cet ouvrage? Alors oui, j'espère que quand les salons reviendront, je pourrai à nouveau pouvoir dédicacer, mais même jusqu'à octobre. Alors, il y en a quand même en début septembre qui est à la Queue-en-Brie, où j'irai, qui est dans le Val-de-Marne, un salon très très sympathique. Donc, on retrouve ça sur... La date est connue déjà? Elle est connue, je ne l'ai plus en tête, mais je la mettrai sur le site, sur mon site. On le relayera aussi. Va très bien. Et est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture qui toucheraient à l'Antiquité ou à la mythologie ou autre? Je suis en train d'écrire un roman complètement différent. C'est un thriller, un roman policier thriller qui se passe vraiment complètement de nos jours, mais même en 2020. Donc, qui est très très ancré dans le présent et qui s'écrit un petit peu tout seul. Donc, c'est très agréable. Avec un objectif particulier ou non, comme ça, juste... Non, c'est...
c'est un peu compliqué de parler d'un livre parce que j'ai un problème, c'est quand je parle d'un livre, j'ai plus envie de l'écrire après. Ah oui, alors on n'en parle pas. On parle des précédents. Bon, vous avez en tout cas une belle liste à votre... Oui, j'ai fait là, ce sera mon 8e roman. Ouais, bah, c'est super. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que du coup, on a donné envie aux auditeurs de lire celui-ci et tous les précédents. Moi, j'ai beaucoup aimé tous ces petits rapprochements que vous avez fait aussi avec votre métier. C'est vraiment intéressant. Puis malheureusement, les auditeurs n'ont pas pu profiter de tout parce qu'on a discuté de beaucoup de choses hors antenne aussi. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. On a appris beaucoup de choses aussi. Moi, la première sur l'Antiquité, sur la démocratie, sur les femmes, sur plein de choses. Vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. En particulier, si vous avez des projets futurs d'ouvrages en rapport avec la Grèce, mais pas que. Et puis, eh bien, quant à moi, je vais vous retrouver pour les émissions de cet été. Alors, le jeudi 6 et le jeudi 13 août, ça va être certainement programme musical, mais je vous retrouverai en direct le jeudi 3 septembre, cette fois, pour reparler de l'agenda culturel qui, j'espère, sera beaucoup plus fourni que ce qu'on a pu proposer ces derniers mois. Et puis, écoutez, je relayerai aussi la dédicace à cette occasion-là. Merci beaucoup, c'était un plaisir. C'était partagé. À très bientôt et puis bonne continuation, docteur Franck Séninger. Merci Hermione. Au revoir.